Merci au comité d'organisation, merci à président Benoît Rabichong, merci à Jean-Philippe Estrade qui s'est démené pour organiser ce congrès. Merci également au laboratoire Comeg qui m'a fait confiance. Globalement, ce topo parle d'innovation technologique. Oui. Innovation technologique, et il est évident que l'industrie nous offre des liens autres que l'intérêt pour pouvoir avancer un petit peu sur l'état de santé de nos patientes. Et même si c'est parfois difficile à mesurer, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on essaye tous d'aller dans le bon sens. Donc merci à tous ceux qui nous aident. Pour illustrer l'introduction de cette petite présentation, il a échappé à personne que, évidemment, grâce aux évolutions technologiques, la célioscopie, notamment en gynécologie, mais abdominopelvienne dans la littérature, bénéficie de progrès qui nous ont fait passer de ce que, je pense, pas grand monde encore comme souvenir de Teach quand il était interne, à des machines qui sont maintenant devenues un tout petit peu plus complexes, clairement robotisées, et peut-être même avec un robot et single port. En tout cas, vous voyez qu'en bas de l'écran, vous avez ce qui aujourd'hui représente la méthode célioscopique à peu près habituelle pour tout le monde. La mini ou micro célioscopie, la low impact célioscopie, rejoint rapidement le sujet de la chirurgie ambulatoire, dont je sais que M. Fernandez et d'autres personnes ici sont très promoteurs en France. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, en 93, 97, il y avait déjà des analyses qui laissaient comprendre que la chirurgie ambulatoire se développerait grâce au développement technologique. Donc, je crois qu'on va devoir parler de technologie. Alors, pour parler de technologie, je crois que la réflexion globale, c'est qu'il faut aussi accepter d'avoir l'esprit ouvert aux nouvelles choses. Hier, il y avait une diapo qui se concluait par, je crois, Albert Einstein, hein, celui qui a jamais fait d'erreur n'avance pas. Et il est évident qu'il faut être ouvert aux nouvelles choses. Ça permet d'utiliser aussi des nouveaux outils et à la fin, peut-être, parfois, de temps en temps, de changer nos pratiques pour l'intérêt des patientes. Alors, la low impact laparoscopie, c'est un concept qui est devenu maintenant une marque déposée pour une société new-yorkaise. Mais enfin, globalement, la mini-invasive, c'est la plupart du temps des trocars trocars opérateurs qui sont passés de 5 à 3 mm. Mais vous voyez que sur cette dia que j'ai empruntée à leur site internet commercial, vous voyez que l'optique, pour autant que les trocars opérateurs sont petits, l'optique est clairement signifiée en 10 mm. Hein, c'est du 2017 USA. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble la low impact laparoscopie en général. Et mon topo ne va pas vous parler des trocars opérateurs, c'est un sujet qui a déjà été bien développé, mais plutôt d'un aspect qui m'intéresse depuis maintenant 3 ans, qui est la réduction de la taille du trocar optique pour passer de la taille de 10 à 5,5 mm grâce à des optiques de meilleure qualité, de nouvelle génération. Alors, la mini-laparoscopie, je vais rapidement passer sur ces diapositives, mais c'était important de rappeler que on essaye d'aller vers la satisfaction des patientes avec une sortie précoce et une réduction, une amélioration, je dirais, en termes de bien-être des patientes, notamment en termes de réduction de la douleur, mais aussi avec un préjudice esthétique, qui est un sujet qui peut être important pour le ventre des patientes. Alors, comment avancer sur ce sujet? Ça a été largement, je crois, montré hier avec une série, une publication très intéressante sur les pathologies du péritoine. Hein, et c'est sûr que la douleur en célioscopie part beaucoup du péritoine, mais pas uniquement. Et donc, globalement, la prise en charge qu'on appelle maintenant analgésie multimodale, avec une infiltration, avec la prévention de nausées et vomissements post-opératoires, avec les techniques d'épargne morphinique, permettent un réveil et une sortie précoce, une réhabilitation précoce avec
basiquement un passage pair-os le plus rapidement possible, pour autant que l'on a organisé le parcours de soins et bien briefé les patientes et l'équipe, ce qui est un gros sujet. Alors chirurgicalement, ce qui nous concerne ici, c'est essayer de réduire le traumatisme chirurgical, notamment au niveau du péritoine, et donc le nombre et la taille des trocars a été réduit ou est réduit dans certaines situations pour passer de 5 à 3 mm pour les trocars opérateurs, mais comme je vous l'ai dit, dans la littérature, on verra que finalement le trocar optique de 10 mm reste, je dirais, le trocar que traditionnellement les gynécologues, en tout cas que je connais, utilisent. Voilà. Donc depuis 3 ans, moi j'utilise plutôt cette célioscopie, non pas les pinces de 3 mm en bas parce que je fais souvent un mix 3 et 5, mais là je voulais vous montrer le trocar de 5 mm avec l'optique 5.5 qui permet une incision toute petite. C'est un optique là qui est développé par le laboratoire Comeg, la compagnie Comeg. C'est une nouvelle génération d'optiques qu'on appelle Full HD. Ceux qui sont bien au fait de la technologie savent que c'est en fait une extrapolation, je dirais un petit peu commerciale, le terme de HD pour un optique, puisque c'est un terme vidéo, mais globalement c'est pour expliquer que ce sont des optiques qui ont une capacité de transporter le signal lumineux, l'image qui est supérieure à ce qu'elle était avant, notamment avec une architecture interne qui est un petit peu évoluée évidemment dans la précision notamment de taille des miroirs, de résistance globalement de l'instrument, qui fait que avec des optiques comme ça de 5,5 mm, on a une rigidité et un instrument qui est pas, je dirais, suffisamment solide pour pouvoir faire des célioscopies sur le long terme. Et puis ce qu'on appelle aussi HD, c'est les modifications de lentilles qui font qu'on a un bénéfice de distorsion sur la périphérie de l'image, et c'est très important. Hier vous avez vu dans les démonstrations opératoires avec ces images notamment 4K avec des écrans de plus en plus importants en taille, que la périphérie de l'image doit avoir donc un enregistrement optique, une lentille optique qui diminue les distorsions et qui permet également donc de transporter une image avec haute résolution et davantage de contraste grâce à une meilleure projection de la lumière. Alors donc depuis 2 ans je m'intéresse à ce sujet optique de 5 mm, et j'ai repris avec l'aide d'Elodie qui est interne dans le service, la série de l'année dernière. Donc j'ai fait 100 célioscopies, donc c'était plus simple pour compter. Sans célioscopie gynécologique programmée, et vous voyez donc les chiffres sont ceux-là. 82% d'hôpital de jour, donc c'est une technique à laquelle je tiens particulièrement, pour avoir des célioscopies, je dirais, tout venant, d'hystérectomie, de promonto, de fibrome, et de chirurgie annexielle simple également. Donc 82% d'hôpital de jour, et le chiffre qui m'a intéressé, c'est que dans ces 82 cas, il y en a 72 qui sont sortis comme prévu, donc 88%. Voilà, sur cette série, ça doit être à peu près ce qu'on doit attendre, je pense. Et puis, donc, un taux de perdu de vue très faible, disons 3, puisque j'avais revu 97% des patientes à 1 mois, ce qui est important, puisque là, on va s'intéresser uniquement à l'aspect cutané de la cicatrice ombilicale et de leur vécu de l'hospitalisation et de la douleur. Alors, bon, pour focaliser les résultats principaux sur nombre et taille de trocar, j'ai procédé donc sur ces interventions dans 92% des cas avec une optique de 5.5. Ça veut dire que ça n'est plus pour moi un optique que j'utilise quand on fait une petite célioscopie, mais je la fais en systématique dans ces cas-là, avec un taux de conversion qui est très faible et un nombre de trocars opérateurs qui était, voyez, en moyenne, c'est normal, c'est ma stratégie, 78%. Et peut-être tout à l'heure on pourra discuter, parce que finalement installer un trocar supplémentaire opérateur peut-être de 3 mm n'apporte finalement peut-être pas une grosse morbidité. Donc moi j'en utilise que 2, mais je pense que si on utilise 3, c'est peut-être pas plus mal aussi.
Voilà, la taille des trocars, 3 ou 5, pas de problème. Et puis l'extraction se fait par l'orifice supipien de 5 mm. Donc ce que j'essaye de faire, c'est, on appelle ça le low impact surgery. Et en fait, peut-être une idée qui pourrait s'appeler la ghost surgery, c'est-à-dire essayer de laisser aucune trace. C'est ça qui m'intéresse en ce moment, aucune trace, je dirais, de cutanée, une trace interne en tout cas limitée, et puis finalement une trace psychologique. Donc, voilà, donc plus de un point inversant en vicryl résorbable et puis des pansements comme ça qui sont en stéristrip, donc il n'y a plus de pansements à enlever, ça veut dire qu'il n'y a plus de manipulation du tout à réaliser par la patiente. Alors bibliographie, est-ce que pour une fois on pourrait s'enorgueillir d'avoir la plus petite incision? La littérature n'était pas très claire en 2008. Et globalement, quand on a voulu, sur des publications de chirurgie abdominale, vésicule, montrer l'intérêt sur la douleur et réduction du séjour, il y a eu des résultats qui étaient à la limite de la signification et en tout cas pas sur le retour à l'activité normale. Dans cette publication, vous voyez, je vous le mets comme ça, ils avaient défini comme micro laparoscopie dont la taille totale des incisions était de 25 mm, mais il peut y avoir d'autres définitions. Alors un tout petit peu plus tard, en 2011, on a un article italien qui est assez intéressant, puisqu'on a un essai randomisé de 38 patientes qui ont une hystérectomie avec du total 5 mm, et puis 38 patientes qui sont en laparoscopie traditionnelle avec du 5 versus du 3. Et ils ont regardé donc la morbidité et le bénéfice en termes de bien-être des patients. Et globalement, on n'a pas trouvé de différence entre les deux. Donc en 2011, la conclusion elle était marrante, c'est finalement il n'y a pas de différence. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut le faire. En tout cas, il n'y a pas de surmorbidité d'utiliser du 3 versus du 5. Donc ok. Mais il a fallu attendre ça à 2016, donc c'est pour ça qu'on a fait le topo que cette année, 2016 pour avoir ce RCT australien avec 78 patientes hystérectomie. Et là, c'est uniquement le trocar optique qui change, donc ça nous rapproche de notre sujet, 10 versus 5 mm. On voit que les résultats ne sont pas très différents, mais il a fallu fouiller dans la publication pour trouver quand même une réduction de la douleur sur le site ombilical au cours du premier jour notamment, et notamment dans les douleurs au mouvement. Donc vous voyez, un bénéfice, je dirais, encore relativement mince, mais globalement, finalement, qui peut le plus, peut le moins. Alors là, une publication originale, je ne sais pas si tout le monde a vu ce truc. Moi, je compte pas très bien, mais le principe est simple. C'est une réflexion sur la douleur due à la taille des cicatrices. Alors, est-ce que la taille des cicatrices s'additionne? C'est un sujet qui va donner après la parole à Aubert sur les incisions de single port. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la tension maximale, je dirais, à l'apex des cicatrices qui ont une forme elliptique, de modèle elliptique, sont proportionnelles au carré de la longueur. Autrement dit, plus la cicatrice est longue, beaucoup plus il y a de tension, et l'inverse est vrai. Donc le bénéfice en termes de réduction de taille des cicatrices est théoriquement important sur la diminution de la tension. La deuxième aspect de cette publication qui m'a vraiment intéressé, c'est la taille des incisions par rapport à la taille de l'optique ou du trocar. Et c'est vrai que quand vous verrez dans le film que j'ai préparé, quand on va mettre en place des trocars de 5 mm, on ne fait pas des incisions de 5 mm. C'est un petit peu plus que ça. Précisément, ils l'ont calculé, hein, L pi d sur 2. Ça veut dire une incision pour un trocar de 5 qui fait 7 mm. Et finalement, plus l'optique est important, plus relativement l'incision est importante. Et ça a une conséquence importante pour le schéma en single port. Et vous voyez que ce collègue qui aussi est mathématicien, en tout cas en géométrie, a réussi à montrer que, ou en tout cas à calculer que quand on fait
une incision pour un single port. Globalement, on a une incision qui est beaucoup plus grande que prévu et qui donne un taux de pression, donc peut-être de douleur en rapport, qui est 1,5 fois plus que si on avait fait 3 trocars séparés. Voilà. Pour revenir sur des choses plus terre à terre, mais qui sont quand même fondamentales en matière de positionnement du trocar ombilical, j'ai récupéré cette publication qui pour moi est très importante, puisqu'en 2010, le collège nous avait montré que dans la littérature, on avait la possibilité, pour ceux qui sont formés à la technique, de pouvoir utiliser la technique qu'on connaît le mieux, notamment la possibilité d'utiliser l'introduction de trocar direct, ce qui va être une des conclusions de mon topo, grâce au passage du 10 au 5 mm. Il y a une Cochrane plus récente sur le sujet qui confirme les mêmes choses, pas de grosses différences entre les différents modes de création du pneumopéritoine. Et pour ceux qui ne sont pas fans de l'entrée fermée, qui préfèrent les open, il y a une publication là assez récente sur un open en 5 mm avec un taux de complication, vous voyez, qui est très faible, et qui m'a rappelé une patiente que, effectivement, c'est une complication assez fréquente, celle-ci, là, le côlon transverse sur les antécédents de médiane. Clairement, le collège avait montré qu'il ne faut pas rentrer en direct sur les femmes enceintes, sur les patientes trop minces, et bien entendu sur les patientes avec un antécédent chirurgical, notamment par médiane. Mais je crois que bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Et puis, une particularité américaine, là, avec des BMI supérieurs à 50, bon, bien sûr, des échecs de pose. Là, très rapidement, le Cochrane sur les différents types de trocars qui n'a pas montré un intérêt majeur d'un trocar à l'autre, avec peut-être un peu plus de saignement sur les trocars à lame. Mais enfin, voilà. Donc voilà le petit film de 5 minutes que j'ai préparé pour vous montrer un petit peu dans la vraie vie ce qui m'a intéressé sur ce sujet et que j'utilise donc en pratique quotidienne. Finalement, dans les boîtes de stéréoscopie qu'on a, il y a l'optique de 10, et quand on compare avec l'optique de 5,5, on s'aperçoit qu'on a quand même un calibre qui est véritablement très différent. On utilise là des trocars de 5 mm, mais qui sont baptisés 5, mais dans lequel finalement on rentre une optique qui fait 5,5 sans difficulté. C'est les trocars jetables. Je les aime beaucoup parce que la taille le bout du trocar est hélicoïdal et il permet de pouvoir rentrer facilement. Alors, ce qui est très important là, c'est le passage du 10 au 5 et qui permet de rentrer avec une force évidemment bien inférieure quand c'est du 5, quand c'est du 10. J'ai pas fait de calcul si c'est en rapport avec le carré ou la racine carrée de la force par rapport au diamètre, mais globalement, plus l'instrument est fin, plus la force est réduite, et ce qui est très important, puisque en réduisant la force, on réduit probablement le risque de pouvoir, je dirais, aller trop loin dans l'incision. Enfin, dans l'introduction. Donc quand je vois tous les jours ces trocars 5 et 10, je revois pas aujourd'hui refaire des célios avec du 10. J'ai l'impression d'avoir un vieux rêve. Et puis, et je me demande aussi pour quelles raisons la plupart des collègues utilisent toujours du 10. Je pense que de toute façon, on renouvelle régulièrement les trocars, donc les optiques. Et je pense que dans la littérature, il y a très peu de publications, et je crois que les gens disent tous que finalement il y a cette habitude et puis l'idée qu'avec du 5 on va y voir moins bien. Et donc c'est ce que j'ai voulu montrer. Nicolas, excuse-moi, Ouais. je te coupe. Comme on prend cher par rapport au retard pris par nos collègues, Ouais. il faudra accélérer. Il te reste fini plus dans- qu'1 minute 30. J'ai fini dans 2 minutes. Non, 1 minute 30. Ok. Et donc voilà, une toute petite incision, et puis allez, le film. On va voir donc l'entrée directe avec l'inclinaison traditionnelle de 45 degrés, après avoir soulevé la paroi chez la patiente qui a été correctement curarisée. Voilà la prise en main du trocar de 10 mm, évidemment qui est totalement différente. Et puis, allez, on rentre. Et avec un taux d'échec qui est assez faible, on peut utiliser un pneumopéritoine. Hier, il a été bien montré qu'il fallait
utiliser un pneumopéritoine réduit pour opérer. C'est voilà, des incisions petites et rapidement quelques images que l'on a en pratique quotidienne pour montrer que avec un optique de 5 mm, un câble de lumière froide et une source à LED, on y voit aussi bien qu'avec du 10 mm. Voilà, c'était pour montrer, vous voyez ces petits détails. Bon, quand on voit ça, on a tout vu, on va pouvoir voir le foie et la puissance du rayon lumineux, mais globalement, il n'y a pas de doute là-dessus, quels que soient les trocars opérateurs et quelle que soit la chirurgie, qu'elle saigne ou pas. Vous voyez les images qu'on a avec un optique de 5.5 et une source LED et un câble de lumière froide qui est bon, bien entendu avec et un écran et une caméra Full HD, c'est encore un autre sujet. Je vais peut-être essayer de passer finalement la vidéo. Comment je fais comme ça pour la diapo de conclusion et pour tenir le temps. Voilà la diapo de conclusion, Aubert, pour dire simplement que la célioscopie avec un optique de 5,5 mm, aujourd'hui ça me semble particulièrement possible grâce à la nouvelle génération et à la qualité des optiques qu'on appelle HD ou Full HD ou Ultra HD. Bien entendu, l'optique fait partie n'est que le maillon, un des maillons de la chaîne de l'image. Avec les caméras, les écrans et les sources à LED, et clairement me semble avoir un intérêt potentiel dans notre spécialité, bien entendu parce qu'on réduit la taille de la cicatrice ombilicale, donc voilà ce que ça donne à 1 mois, mais aussi surtout parce que finalement l'introduction directe est facilitée, et ça me semble une technique très intéressante, pour autant qu'on l'ait un petit peu appris. Voilà pourquoi ça me semble être un pas supplémentaire dans la stratégie donc, de Ghost Surgery. Merci pour ceux qui m'ont aidé et merci pour votre attention. Ok, donc je vais aller très très vite parce que comme d'habitude j'ai mis des heures à faire le diaporama, je vais passer en 2 minutes, c'est tout le problème de ma vie, quoi. Et je voulais dire un grand bravo et un grand merci à Jean-Philippe. Alors merci pourquoi ? Pour m'avoir associé à ce projet d'accueillir les CGPA à Marseille. Et je le remercie d'avoir affiché nos 2 noms et celui de Éric Lamaudy, puisque ça représente toutes les forces vives chirurgicales de la gynécologie sur Marseille pour les années à venir. Et je voulais le féliciter parce que l'organisation qu'il a fait est spectaculairement réussie. Et je suis très heureux qu'il y ait eu un nombre aussi important de participants. Donc bravo Jean-Philippe. La célioscopie classique, alors on m'a demandé de faire un topo sur le monotrocar, ça m'a rappelé 10 ans en arrière, puisqu'avec 10 ans justement avec Jean-Philippe on avait commencé cette aventure. On est un peu resté sur notre fin parce que je vais vous dire un peu la conclusion. Pour le moment, rien n'a été prouvé. Donc voilà ce qui est la célioscopie classique. Et voilà ce qui était l'abord monotrocar. Et que vous avez vu toutes ces publications où chacun mesure sa cicatrice et chacun essaye un peu de tricher pour qu'elle soit le plus petit possible. C'est-à-dire qu'on faisait des petites incisions cutanées et en aponévrose, on faisait quand même 2 ou 3 fois plus gros. Mais on avait ça à la fin. Je suis volontairement critique par rapport à ce qu'on a fait, mais c'est juste pour stimuler le public. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme trocar ? Grosso modo, il en reste 2, et c'est pas par hasard s'il reste ces 2, parce que c'est le même concept, c'est le concept de l'écarteur d'Alexis que vous utilisez pour les césariennes, qui est vachement bien, puisqu'en fait, ça permet d'utiliser tout l'orifice que vous avez fait, ça répartit les forces, et c'est le principe du gel point et de l'octopore. C'est les 2 qui sont actuellement utilisés, qu'on utilise en pratique. On va passer l'installation, juste peut-être une petite remarque. Pour ceux qui ont l'habitude de passer en transe ombilicale, que ce soit en cellule classique ou en monotrocar, faites vachement attention. L'importance esthétique de l'ombilic est très importante d'une patiente à l'autre. Il faut toujours avertir une patiente si vous allez passer en transe ombilicale. Nous, on a eu des résultats, c'était vraiment dégueulasse, c'était catastrophique que l'ombilic, c'était vraiment pas beau, on avait honte, la patiente, elle s'en foutait. Par contre, des fois, on avait des trucs hyper jolis. On a eu des patientes qui étaient dépressives sous Prozac parce qu'on leur avait touché le nombril sans les avertir. Le nombril, c'est vachement important. Il y a 2 ou 3 études qu'on avait relevées qui montraient à quel point c'est hyper important chez les patientes, plus qu'une cicatrice cutanée. Donc le petit film, on va passer. L'installation, si vous faites du monotrocar, c'est important. Il faut bien se mettre, ça c'est installation classique. Si vous faites du monotrocar, à la limite, il faut virer l'anesthésiste. Un rêve d'enfant. Et comme ça, vous êtes mieux installé. Le petit film, on va passer. Le principal problème du monotrocar,
c'est les conflits d'instruments avec 2 ou 3 techniques. On va passer le film. Et juste pour revenir, j'ai centré le topo, que je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, que vous pouvez retrouver dans l'excellent JMIG, sur le bénéfice du monotrocar dans la chirurgie annexielle. Avec, donc, on a fait une méta-analyse comme il faut faire. On va passer. On a fait recherche PubMed, et les données qu'on a collectées. On a relu tout ça avec 2 groupes indépendants, Patin, Couffin. Et qu'est-ce qu'on en a retiré? On a retiré 16 études qui concernaient la chirurgie annexielle bénigne. Sur ces 16 études, il y avait uniquement 6 essais randomisés, 1 étude observationnelle et 9 études rétrospectives. Donc on a fait la méta-analyse sur les 6 essais randomisés, puisque normalement la méta-analyse c'est que sur les essais randomisés, mais avec certains outils permettant de voir si les autres tenaient la route, on a fait aussi les études sur la totalité. Je vais vous donner les résultats donc, de la méta-analyse uniquement sur les 6 principales études randomisées concernant la chirurgie annexielle. En ce qui concerne la douleur, malheureusement, que ce soit l'évaluation de la douleur post-opératoire immédiate ou à 24 heures, il n'y a aucune différence significative quand vous faites une cellio classique ou cellio monotrocar. En ce qui concerne les pertes sanguines, il y a 2 facteurs qui ont été évalués, c'est la chute de l'hémoglobine en pré- et en post-op et les pertes sanguines en termes de volume. Et il n'y a que 4 études qui ont utilisé le delta de l'hémoglobine et 3 qui ont évalué les pertes sanguines. Il n'y a aucune différence significative. Par contre, bien sûr, quand on s'intéresse à la durée opératoire, c'est beaucoup plus long avec le monotrocar. En ce qui concerne la durée d'hospitalisation, il n'y a pas de différence, mais on s'y attendait, puisqu'en fait déjà la cellio classique pour la chirurgie annexielle, on reste en général en ambulatoire, donc c'est beaucoup plus dur lorsqu'on passe au monotrocar, à moins qu'on mesure en horaire. L'évaluation des cicatrices, là aussi on a été un peu déçus, puisque hormis l'étude de Fagotti où les patientes étaient vachement contentes d'avoir un monotrocar comparé à une cellio classique, dans les autres études, il n'y avait pas de différence significative. Donc voilà, au terme de ces différentes expériences, on est assez déçus, puisque le bénéfice du monotrocar n'a pas été prouvé dans les différentes études rapportées. Ce qu'on peut rapprocher, c'est que même si c'est une méta-analyse, il y a certaines études, dont celles des études italiennes de Fagotti, ont montré qu'il y avait des avantages. C'est pour cette raison que nous, on est reparti comme si c'était le dernier espoir. On s'est lancé dans une dernière étude randomisée. Après, on arrête. Et on va essayer d'évaluer donc monotrocar versus multitrocar pour la chirurgie annexielle. Et normalement, dans 1 an et demi, on devrait avoir des résultats. Voilà, je vous remercie.